Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, je suis en pleine campagne suisse-allemande avec en arrière-plan les Alpes bernoises. Cet emplacement n'a rien d'anodin parce qu'aujourd'hui nous allons parler des Alpes, en particulier de la tectonique des plaques et de l'érosion. Pour ce faire, nous allons mettre en relation deux articles. Le premier, rédigé entre autres par Monsieur Fox, traite de l'exhumation rapide observée aujourd'hui dans l'ouest des Alpes et que ce serait probablement engendré d'une par un slab break-off et deuxièmement par une érosion glaciaire. Le second article, rédigé par Vjeran Wisniewicz, traite d'une reconstruction du paléoclimat, du dernier pic glaciaire, à l'aide d'outils informatiques et d'observation. Et nous allons voir comment ces reconstructions peuvent corroborer l'exhumation rapide que nous observons aujourd'hui. Donc, pour commencer, je laisse la parole à mon camarade Lorenzo qui va vous présenter ce premier article. Alors, merci beaucoup Timothée pour cette introduction. Maintenant, nous allons parler du premier article qui nous a été assigné, l'article de Fox et al. Écrit en 2015. Nous allons d'abord passer en revue quelques concepts clés qui sont nécessaires à la compréhension de cet article. Le premier de ces concepts est la tomographie sismique. Alors la tomographie sismique, comme nombreux d'entre vous savent, est l'essai de reconstruire la situation géodynamique du manteau dans ce cas-ci et de la lithosphère, donc en utilisant des ondes sismiques. Et ici nous voyons les zones en bleu représentent des zones de haute vitesse des ondes sismiques. Et ceci représente une zone de température plus basse que la zone environnante. Alors nous allons voir plus tard dans l'étude pourquoi cette tomographie est utile. Maintenant nous avons le concept du slab break-off et detachment qui représente le détachement d'une partie de la lithosphère subductante de la partie supérieure de la lithosphère. Donc ceci peut provoquer une forte réponse isostatique, donc une remontée de la lithosphère subductante supérieure ici. Et nous allons voir les effets que ceci peut avoir sur une chaîne de montagnes comme les Alpes. Maintenant, quelques mots, quelques concepts un peu plus techniques comme les taux et vitesses d'exhumation qui représentent simplement la vitesse à laquelle une roche approche la surface topographique. Il est important de souligner que c'est bien la surface topographique, la référence et pas le géoïde ou autre chose. C'est vraiment très important que ce soit la surface topographique car ceci nous permettra en effet de reconstruire l'érosion par la suite. La vitesse d'érosion, en revanche, est simplement la vitesse à laquelle le matériel, la roche, est enlevé d'un massif comme les Alpes et ensuite transporté. Donc c'est une relation de masse à travers le temps. L'âge thermochronométrique, par contre, est un âge auquel un minéral d'une roche s'est fermé et ne peut plus échanger des éléments radioactifs et radiogéniques avec l'extérieur. Donc ce qui veut dire qu'une fois qu'il se ferme, les éléments radiogéniques qui sont à l'intérieur vont commencer à se désintégrer et par la suite avec des systèmes de datation, nous allons pouvoir dater un système minéral ou bien une roche. La température de fermeture est simplement la température à laquelle ces minéraux se ferment. Maintenant, les objectifs de l'étude de Fox et al. Est de reconstruire justement l'érosion et l'exhumation de la chaîne alpine durant les 35 millions d'années. Nous allons voir que l'étude s'est concentrée principalement sur les 8 derniers millions d'années. Ensuite, expliquer les taux d'exhumation élevés dans les massifs externes, nous allons voir, et lier ces données potentiellement au contexte géodynamique, donc essayer de trouver des raisons géodynamiques et tectoniques pour ce haut taux d'exhumation. Alors tout d'abord, il faut comprendre que la topographie des Alpes, surtout les Alpes de l'Ouest, est environ en moyenne 100 mètres plus haut que celle des Alpes de l'Est, et ceci va être utile pour la discussion plus tard. Maintenant, nous revenons à notre profil sismique pour mettre tout un peu dans un contexte géodynamique. Alors ici, nous voyons encore la même figure que nous avons vue précédemment. Nous avons une coupe sismique à travers les Alpes de l'Ouest, donc ici, et nous voyons clairement ici la partie bleue qui représente une partie de la
lithosphère qui a subducté qui s'est séparée de la partie supérieure de la lithosphère. Alors ici, nous avons une autre étude de Kessler et al. En 2020 qui a été publiée récemment, où la résolution est un peu plus élevée et nous voyons très clairement ici la lithosphère supérieure européenne qui subducte et une partie de cette lithosphère qui s'est séparée et donc qui implique un slab break-off. Et donc normalement une réponse isostatique juste dans cette zone ici, donc vraiment dans l'orogène alpin. Ici nous avons une situation encore de Kessler et al. En 3 dimensions qui représente beaucoup mieux la situation. Donc vraiment nous voyons ici la plaque européenne qui subducte en dessous de la plaque adriatique et ici notre zone d'intérêt avec vraiment le slab break-off d'une partie de la plaque européenne. Alors maintenant il n'est pas certain si ce slab break-off est complet, seulement une déchirure comme nous avons vu dans la figure dans les slides précédentes, ou bien une réelle déchirure. Mais de toute façon, ceci devrait provoquer une réponse isostatique. Alors, pour reconstruire l'exhumation à travers le temps, il a fallu une collecte de données. Heureusement pour les auteurs, ils ont bénéficié d'une base de données d'environ 2500 mesures qui ont été effectuées par échantillonnage sur le terrain et qui représentent différents âges, différents systèmes minéraux et des systèmes de datation à travers les Alpes. Alors comme nous voyons, ces âges sont très mal distribués à travers les Alpes et ceci a potentiellement des implications sur la résolution des modélisations que nous allons voir après. Alors bien évidemment, ces données doivent être traitées pour passer d'un âge simple d'un système minéral à une réelle valeur pour le taux d'exhumation à travers le temps. Alors ce qui a été fait pour cette étude, c'est qu'au départ, tout ce qui était connu est évidemment l'âge des roches, l'âge de fermeture de certains systèmes minéraux dans des roches, l'altitude de ces roches et la topographie environnante, donc qui équivaut aussi à l'altitude des roches. Donc, une fois que nous avons tout ça, chaque âge est appliqué à un modèle thermique, donc un géotherme en une dimension, pour le placer à une certaine température. Ensuite, ce modèle est superposé à un modèle topographique en 2 dimensions qui crée un modèle en 3 dimensions, un modèle thermique en 3 dimensions. À ceci, nous allons appliquer une modélisation d'advection et de diffusion qui va donner l'effet de la topographie sur les isothermes. Donc nous allons vraiment pouvoir voir à quelle profondeur, en fonction de la topographie, nous allons avoir une certaine température. Une fois que nous avons ça, nous pouvons donner la profondeur de fermeture d'un certain système minéral et une fois que nous avons ça, nous pouvons retracer les différentes profondeurs de fermeture pour différents systèmes minéraux, ce qui nous permet de déterminer le taux d'exhumation car nous savons à quelle position se trouvait une roche à un certain point donné avec son âge et puis sa position plus tard, plus haut dans la lithosphère et donc nous pouvons retracer la remontée de la roche à travers la lithosphère. Alors, nous voyons ici alors les résultats principaux de l'étude de Fox. Ici à gauche, nous avons le taux d'exhumation, exhumation rate représenté en kilomètres par million d'années sur une carte des Alpes allant de 8 millions d'années à 0 million d'années, donc présent. Et nous remarquons aussi que chaque pas de temps équivaut à 2 millions d'années, et ceci est juste simplement la résolution de l'étude, la résolution de la modélisation qui a été effectuée pour cette étude. Alors nous remarquons vraiment dans les 2 derniers millions d'années, nous avons un énorme taux d'exhumation dans les massifs externes du Mont Blanc et de la Weldon, juste ici. Et ceci est visible aussi à droite, ici dans les graphiques. Nous avons le Mont Blanc avec 1,7 km par million d'années taux d'exhumation. Et puis ici 2 km par million d'années pour la Weldon. Donc c'est vraiment énorme, chose que nous n'avons pas pour la fenêtre de Tauern en Autriche. Nous ne remarquons pas du tout cette remontée
d'exhumation, de taux d'exhumation dans les 2 derniers millions d'années. Alors, il y a 2 implications importantes. Les auteurs défendent le fait que ce taux d'exhumation élevé dans les massifs externes est dû au slab break-off à l'ouest des Alpes. Donc, il y a aussi 2 choses importantes à remarquer par rapport à cela. C'est que si seulement la remontée isostatique était active, avec un taux normal d'érosion, nous retrouverions normalement une topographie vraiment surélevée dans l'ouest des Alpes, ce qui n'est évidemment pas le cas. À l'opposé, nous voyons aussi que si il n'y avait pas de forçage tectonique, avec un tel taux d'exhumation, le massif serait complètement érodé, en réalité. Donc, dans notre cas, nous sommes un cas vraiment entre deux, où nous arrivons à maintenir une topographie relativement élevée, même 100 mètres plus élevée que le reste des Alpes, mais pas avec d'énormes variations par rapport au reste. Donc ceci implique que le taux d'érosion arrive vraiment à rester synchronisé avec le taux de remontée isostasique. Donc en réalité, pour simplifier les choses, le massif est érodé autant rapidement qu'il remonte. Et donc c'est pour ça que nous arrivons en réalité à un système pratiquement statique avec peu de remontées nettes. Et d'ailleurs, nous allons voir dans l'étude de Vishnevich que va présenter mon collègue, pourquoi est-ce que l'érosion est si efficace dans le massif de l'Ouest. Donc pourquoi est-ce que l'érosion arrive à vraiment maintenir un taux très élevé et à contrecarrer la réponse isostasique du slab break-off. Très bien, merci Lorenzo de nous avoir éclairci le sujet. Nous allons à présent nous adonner à l'informatique pour tenter de reconstruire le paléoclimat au LGM. Le LGM, c'est le dernier maximum glaciaire. Il a été atteint durant le Pléistocène et on l'appelle comme cela parce qu'en anglais c'est le Last Glacial Maximum. Alors, cette étude, dans cette étude, nous allons utiliser très fréquemment le terme de ELA. Je vais vous expliquer après pourquoi. Le ELA, c'est une ligne de séparation entre les zones d'accumulation et les zones d'ablation d'un glacier. Tout simplement. On l'appelle comme cela car en anglais c'est Equilibrium Line Altitude. Alors, plusieurs modèles et relevés de données ont été effectués déjà pour le LGM. Les éléments d'observation sont principalement pour les reconstructions géomorphologiques des timelines. Vous pouvez voir sur l'image que c'est. Les moraines, les blocs erratiques, les datations de dépôts glaciaires. Et puis, on emploie aussi la palynologie, c'est-à-dire l'étude des grains de pollen pour reconstruire les anciens climats. Et donc, les tendances générales qu'on a pu relever dans ces études, c'est qu'il y a des gradients de température ouest-est et des précipitations plus faibles. Malheureusement, il y a encore de fortes discordances entre les données et les modèles. Premièrement, concernant la température, en effet, celle déterminée par les modèles est supérieure à celle déterminée par les données, notamment celle basée sur le pollen. Et deuxièmement, il y a l'épaisseur de la calotte glaciaire, qui peut varier selon les études de 500 à 800 mètres, ce qui est relativement conséquent. Alors, pour cette première discordance, nous pouvons l'expliquer par les problèmes de résolution des modèles. Ces derniers sont destinés à de grandes échelles où la calotte glaciaire alpine est généralement non considérée. Deuxièmement, les discordances sur l'épaisseur des glaciers provient probablement des difficultés d'estimer les épaisseurs des glaciers avec des observations.
Et puis aussi les modèles utilisés dans ce genre d'études sont extrêmement compliqués. Donc c'est normal qu'à quelques centaines de mètres près, nous ayons des désaccords. Alors, il y a 4 scénarios climatiques envisagés pour le LGM et on peut les expliquer avec les storm tracks. Pour rappel, les storm tracks sont les zones étroites des océans et des mers le long desquelles circulent des orages sous l'action des vents dominants. Vous n'êtes pas sans savoir qu'en Europe, le climat est grandement régi par l'activité du jet stream. Le jet stream est justement dessine ces storm tracks. Donc je vous laisse lire ces 4 scénarios climatiques. Je vous résume la chose. Le premier, c'est des conditions proches à celles d'aujourd'hui. Le second, c'est une déflexion du jet stream qui provoque des précipitations en Europe qui ne viendraient pas de la Méditerranée. Je vais vous expliquer dans la slide prochaine pourquoi c'est le cas. Une cyclogénèse accrue à l'ouest de la Méditerranée en termes d'intensité que de fréquence. Et quatrièmement, un jet stream zonal, engendré par la réflexion d'ondes stationnaires, sous l'effet du Laurentide Ice Sheet. J'ai formulé ce dernier point jusqu'au bout parce qu'il y a quelque chose à éclaircir. Le Laurentide Ice Sheet, c'est une calotte de glace qui était au nord du Canada à cette époque, qui était tellement forte, tellement grande, qu'elle avait le potentiel d'influencer les trajectoires, les emplacements du jet stream. Comme vous pouvez voir sur l'image, les flèches bleues désignent justement le jet stream. Cette masse de glace froide ne permet pas au jet stream de remonter. Il est entre guillemets verrouillé vers le sud, ce qui provoque des précipitations vers ces zones-là. Et du coup, ça a des répercussions au sud des Alpes. Les shifts faibles, voire nuls, impliquent des précipitations dans les Alpes comparables à celles d'aujourd'hui, et un shift considérable ou une cyclogénèse accrue à l'ouest de la Méditerranée impliquerait une humidité dans les Alpes du sud. Les modèles suggèrent un shift vers le sud des vents d'ouest, mais ils sont tout de même plus légers que ceux proposés par les études géomorphologiques. Maintenant, je voudrais vous poser une question. Pourquoi, d'après vous, le jet stream est-il synonyme d'humidité? Je vous laisse interrompre la vidéo si vous voulez prendre le temps d'y répondre. Le jet stream est synonyme d'humidité parce qu'il se situe à l'intersection entre deux cellules de convection, celle polaire et celle de Ferrel. Cette convection étant ascendante, il y a ici une accumulation d'humidité par des processus de décompression. Alors, les objectifs de cette étude sont de reconstruire les variations spatiales du ELA dans les Alpes au cours du LGM. Comment? Avec une méthode d'inversion que je vais vous introduire tout de suite et une carte de l'étendue de glace dans les Alpes au LGM. Cette carte est la seule contrainte. Cette supposition d'état d'équilibre de la calotte glaciaire au LGM est faite parce qu'il y a de grandes incertitudes sur les dates évoquées par les moraines et cela implique une certaine difficulté de contraindre l'étendue de glace dans l'espace et le temps. Donc il est plus simple de n'avoir qu'une seule base de données, entre guillemets. Mais pourtant, le LGM est une étape transitoire. Et donc, il se pourrait qu'il y a eu des possibles déséquilibres entre le climat et le glacier. Et du coup, des timings différents dans les maximums glaciaires entre le nord et le sud. Et cette étude, malheureusement, ne peut pas rendre compte des conséquences de cette supposition. Mais ce qu'ils peuvent dire, c'est qu'un temps de réponse d'un glacier, d'après une étude menée par Frédéric Herrmann, est inférieur à celui de formation du LGM d'après ce modèle. Et en plus de cela, les grosses moraines suggèrent quand même une longue période de stabilité, donc on pourrait se dire que les glaciers étaient sûrement près de l'équilibre, auquel cas ça n'aurait pas trop d'importance. Et pourquoi faisons-nous cela? Parce que l'ELA, fonction de la température et des précipitations,
traduit le paléoclimat de l'époque. Je vous montre ici un aperçu de la zone d'intérêt. En turquoise, c'est l'étendue de glace que nous allons considérer. Celle-ci est fixée, elle est issue des données et elle ne va pas varier dans les tests que nous allons faire. La flèche bleue serait le scénario d'une circulation atmosphérique zonale et en rouge d'une circulation méridionale. Ce sont les deux scénarios principaux qui résument un peu les 4 scénarios des storm tracks dont j'ai parlé juste avant. Les traits tillés blancs là, ce sont juste les coupes que nous allons voir juste après pour les résultats. Alors, un peu de maths, mais je promets d'être bref. Ce modèle résout une équation de continuité. Comme vous pouvez voir à l'écran, il s'agit d'une diffusion advection qui calcule l'évolution de l'épaisseur du glacier dans le temps en fonction des flux et du bilan de masse. Le bilan de masse est le paramètre le plus important en termes d'influence qu'il aura sur les résultats et il comprend lui-même deux paramètres que nous devons choisir pour ce modèle, le bêta, c'est-à-dire le gradient du bilan de masse, et C, le taux maximal d'accumulation. Et puis il y a d'autres paramètres un peu moins importants, tels les paramètres de glissement, de température basale et à la surface, et la flexure isostatique. La flexure isostatique, calculée selon une transformée de Fourier, est calculée chaque 1000 itérations, ce qui correspond à l'ordre de grandeur temporelle de la décennie ou du siècle selon le pas de temps. Et en fait, à chaque nouvelle épaisseur calculée, nous allons pouvoir prendre en compte l'impact que ça aura sur la flexure de la lithosphère. Mes camarades se souviendront des simulations que nous avons pu faire dans le cadre du cours de modélisation numérique. En bas à droite, il y a par exemple un exemple très simplifié en 1D de l'évolution d'un glacier. Ici, là, je vous montre un cas un peu plus complexe avec une topographie et surtout l'évolution, l'allure des courbes des paramètres dont j'ai parlé juste avant. En haut à droite, nous pouvons voir les valeurs de bêta et de C, c'est-à-dire les taux d'accumulation ou d'ablation en fonction de l'altitude. En fait, bêta, c'est la pente de la courbe qui est oblique, et C, c'est la valeur de la droite quand elle devient constante. Donc bêta va définir à quelle vitesse on s'approche du taux maximal d'accumulation, et c'est le taux maximal. En bas, nous pouvons voir le B effectif, donc qui évolue à mesure que l'épaisseur du glacier change dans le temps, c'est logique. Ici, nous avons un exemple très graphique de l'évolution d'un glacier sur le massif du Mont-Rose. Alors, parlons à présent du principe d'inversion. Donc, nous partons d'un certain ELA, d'une estimation d'un certain ELA. Nous exécutons le modèle jusqu'à l'équilibre. Avec cela, nous en tirons un H calculé, une épaisseur de glacier calculée. Nous la comparons avec les études. Et avec cette comparaison, nous allons établir un nouveau ELA plus pertinent, qui servira comme input lors de la prochaine itération. Et nous allons répéter cela jusqu'à ce que les différences entre H calculé et H observé deviennent négligeables. Alors, nous garderons le ELA. Pour aller plus vite, les développeurs ont choisi à chaque itération de garder la valeur du H calculé précédemment comme nouveau point de départ. Alors, les paramètres implémentés sont observables sur ce tableau. Les valeurs soulignées sont les valeurs par défaut qui vont être employées dans le modèle. Mais comme vous pouvez le voir, d'autres valeurs sont proposées. Et il s'agit de tests qui ont été faits afin de déterminer la robustesse de ce modèle. C'est-à-dire qu'ils laisseront toutes les valeurs constantes par défaut
et ils vont faire varier tour à tour un paramètre pour voir l'influence qu'il aurait sur le modèle. Et avec cela, nous verrons jusqu'à quel point il est important d'utiliser des paramètres les plus réalistes possibles. Dans cette étude, le bêta est constant dans la zone d'accumulation et la zone d'ablation, bien que ce ne soit pas le cas, ils le font par souci de simplicité. Alors ça aussi c'est un enjeu, le fait que C et bêta soient constants, tout changement de précipitation se manifesterait par des changements du ELA. Et c'est clair que ce serait plus précis si ces paramètres étaient des champs de variables, plutôt que des valeurs constantes. Alors nous allons voir maintenant les résultats généraux issus de ce modèle. De manière générale, nous pouvons observer une hausse de la position du ELA de l'ouest à l'est, visible sur les coupes disposées à l'écran. Deuxièmement, nous pouvons aussi constater un gradient nord-sud, mais il n'est pas aussi clair parce qu'à l'est, eh bien, ce n'est pas le cas. On peut voir ce gradient à l'ouest et au centre, mais à l'est, pas tout à fait. Donc ici, je vous montre une carte du ELA. Nous pouvons voir qu'il y a une possible surestimation du ELA au sud-ouest, vu la forte valeur qu'on rencontre. Et ce serait probablement dû à la complexité topographique du coin et les approximations simplifiées des modèles. Mais on peut quand même voir qu'à ce point-là, le ELA est relativement élevé. Alors, quelle est l'influence du choix des paramètres? Alors, premièrement, l'influence du climat. Nous pouvons voir que le ELA augmente à mesure que le C augmente. Un C élevé, un taux d'accumulation maximale élevé implique une épaisseur de glace plus élevée. Mais, comme je l'ai dit au tout début, la calotte de glace est fixée à la cartographie. Elle est constante. Donc, si le C est plus élevé, il faut que la zone d'ablation soit plus large pour compenser, en quelque sorte. C'est pourquoi nous avons ce rapport cette relation-là. Deuxièmement, pour le bêta, c'est l'inverse. Il augmente à mesure que... Non, ELA diminue à mesure que le bêta augmente. C'est parce que... Comment l'expliquer? Un bêta bas signifie un changement graduel du bilan de masse avec l'altitude, telles des conditions sèches. Et s'il est élevé, ça implique un changement drastique du B, comme des conditions maritimes extrêmes, où on aurait, sur une faible distance, de très fortes variations de température. Il se trouve que dans les Alpes ou LGM, d'après les études, les conditions ont été plutôt sèches, donc on a un bêta plutôt bas. Donc ici, il y a quand même un enjeu qui pourrait poser problème, c'est que les résultats sont largement tributaires des valeurs données de C et de bêta. Au cours de ces tests, si l'étendue de glace n'était pas fixe, il se pourrait que les relations que je viens d'évoquer soient différentes. Donc il faut prendre en compte cela dans l'interprétation des résultats. Concernant les paramètres d'inversion, ce point est un peu compliqué. Évoquons juste que les résultats sont lissés afin de pouvoir faire ressortir les résultats à l'échelle globale plutôt qu'à l'échelle locale. Nous pouvons bien voir sur les figures que 40 itérations de l'opération de lissage montrent des variations locales, tandis que c'est bien plus homogène lorsqu'il y a beaucoup de lissage. Et aussi, si on fait le test avec pour ELA initial 1400 mètres ou 1900 mètres, et ben finalement ça ne change pas grand chose. Donc ça c'est une bonne nouvelle, ça n'a pas trop d'importance. Parlons à présent de la mécanique des glaces. Il faut savoir que ce modèle ne résout pas l'ensemble des équations de Stokes, c'est-à-dire des équations différentielles partielles non linéaires qui permettent de caractériser les écoulements fluides, parce qu'en fait ces équations sont par principe très difficiles à résoudre.
Ce ne sont pas comme les équations différentielles ordinaires où nous avons des méthodes bien rigoureuses qu'on peut appliquer dans tous les cas. Pour les équations différentielles partielles, chaque cas est unique et demande beaucoup de travail, et l'un ne va pas sans l'autre de temps. Donc ici, ces équations-là sont grandement approximées. Ces tests n'ont donc pas pour vocation d'explorer les propriétés mécaniques de la glace, mais tout simplement de saisir la robustesse du modèle d'inversion. Et donc, la bonne nouvelle, c'est que pour les trois termes de la mécanique des glaces, les paramètres de déformation, de glissement ou les facteurs de construction, il n'y a presque pas d'influence. Sauf pour le tout premier, à la limite, où on peut voir en effet que le ELA est plus faible si le paramètre de déformation est plus élevé. Ça s'explique par les mêmes raisons que pour le bilan de masse. Enfin, nous avons l'épaisseur élastique de la lithosphère. Tout simplement, quel est l'impact de l'isostasie sur la topographie sous l'action du glacier? En fait, la déglaciation implique un uplift modéré mais mesurable. Mais certains scientifiques considèrent qu'une partie est due à l'érosion, jusqu'à 60%. Et donc, les tests ici font varier l'épaisseur élastique de la lithosphère de 10 à 50 km. Et heureusement, les différences sont négligeables à une échelle comme celle de la calotte. Du coup, ça n'a au final pas trop d'importance. Et dernièrement, la topographie du lit considérée ici a été établie sur la base d'un modèle de la NASA qui contenait les masses de glace et de sédiments. Et ils ont fait des essais avec une topographie reconstruite de l'époque, avec les vallées donc non remplies, et nous avons pu voir aucune différence dans les résultats. Il y avait évidemment des variations évidentes de l'épaisseur, mais pas trop de changements à la surface. C'est donc une bonne nouvelle parce que ça veut dire que ce modèle est utilisable avec des topographies actuelles. Bon, alors maintenant que nous avons évoqué les résultats de cette étude et que nous avons démontré qu'ils sont raisonnablement fiables, qu'est-ce qu'on peut en déduire? 2 points. Premièrement, la première caractéristique observée et la plus indéniable, et d'ailleurs elle est corroborée par d'autres études indépendantes, c'est qu'il y a une augmentation de l'ouest à l'est dans les Alpes de l'altitude du ELA. Cela implique un taux de précipitation supérieur à l'ouest qu'à l'est, explicable par les phénomènes d'un flux d'air qui s'assècherait à mesure qu'il chemine à travers les Alpes, faisant ainsi élever le ELA. Un tel flux vers l'est supporterait donc l'idée d'une circulation zonale durant le LGM et non une précipitation qui serait principalement méridionale. Alors cela fait écho à ce qu'évoquait précédemment Lorenzo, car en effet de fortes précipitations à l'ouest des Alpes engendreraient des processus d'érosion par les glaciers qui pourraient justifier aujourd'hui l'uplift que nous observons. Deuxièmement, l'augmentation nord-sud dans les Alpes du ELA, visible en tout cas à l'ouest et au centre, n'a pas de rapport avec la latitude, car les chiffres montrent un écart plus marqué que ce à quoi on devrait s'attendre si c'était juste une question de latitude. Il y a donc un autre mécanisme à l'œuvre, et il s'agit de l'orographie, comme aujourd'hui, et cela corrobore un climat zonal. Voici la slide d'une orographie actuelle, où on peut bien voir que les précipitations se font principalement au nord des Alpes, et puis l'air est relativement asséché. Eh bien, merci beaucoup de m'avoir écouté. Je laisse maintenant la parole à Lorenzo qui va conclure cette présentation. Nous passons maintenant aux conclusions générales que nous pouvons tirer en fonction des trouvailles des différents articles. Principalement dans l'article de Fox, nous avons vu que le slab detachment à l'ouest de l'orogène alpin provoque une réponse isostatique, donc une remontée de la lithosphère.
Cette réponse isostatique est associée à un fort taux d'exhumation, et justement ce fort taux d'exhumation est provoqué aussi par le fort taux d'érosion, d'activité érosive glaciaire dans cette zone-là. Normalement, sans cette forte activité érosive glaciaire, nous attendrions à une énorme différence d'altitude, une énorme différence de topographie entre est et ouest, et bien évidemment ce n'est pas le cas comme nous avons vu, car l'érosion et le taux d'exhumation sont très élevés. Alors, cette efficacité majeure de l'érosion glaciaire dans les massifs externes est provoquée par la présence de courants atmosphériques très favorables qui arrivent de l'ouest, donc qui percutent les Alpes de l'ouest avant le reste de la chaîne alpine. Et donc ceci provoque une baisse de l'ELA dans les Alpes de l'Ouest, et donc ceci est associé avec une majeure efficacité d'érosion glaciaire. Voilà, nous avons terminé avec notre présentation, voici notre bibliographie, et merci beaucoup de votre attention.